Quant aux droits de l'homme, aux principes de démocratie, ça fait partie du dialogue que nous avons, qui n'a pas besoin d'être regardé comme une obligation. Se donner du mal dans l'action militante est souvent le moyen d'éviter de s'en donner dans l'ordre de l'esprit, disait Thierry Molnier. Alors, après avoir torpillé la démocratie, l'utilitarisme, le socialisme, le serment d'Hippocrate, le DSM et j'en passe, je vous propose aujourd'hui ensemble d'attaquer, enfin que dis-je d'attaquer, de littéralement défoncer à coups de tranchant dans la gorge un des nexus qui fondent notre société. Je veux bien sûr parler de la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et oui, pour les nouveaux, l'hypnomachie est une démarche qui va fatalement nous amener à explorer ou à réexplorer nombre de nos impensés. Je suis Bascar et bienvenue sur la chaîne. Comme cette chaîne est absolument magnifique, la voilà donc cette fameuse chaîne. C'est Otto von Bismarck qui disait que quelque part les lois sont comme les saucisses. Il ne faut mieux pas savoir de quelle manière et avec quoi elles sont faites. Officiellement rédigée donc durant l'été 1789, la Déclaration des droits de l'homme incarne à elle seule toute une mythologie, un véritable renouveau, une résurrection du roman national. La France sera le berceau de la démocratie, de la collaboration, des droits de l'homme, de la colonisation, du suffrage universel, de la guerre d'Algérie, des ascédiques. Sauf qu'en pratique, elle avait déjà été écrite en loge bien avant. On retrouve ainsi un double aspect, l'aspect rituel, profane, qui va être présenté aux yeux de tous, comme ça, des gens se réunissent pour écrire cette fameuse déclaration, et puis le cœur du pouvoir, quelque part, lui, demeure déjà caché, donc, aux yeux des profanes. Comme à l'accoutumée chez les frères Trois Points, un même rituel possède donc en réalité plusieurs signifiants, ceux-là même dépendant directement du niveau d'initiation de l'adepte. Ainsi, cette déclaration fut gravée sur deux immenses tables de pierre, véhiculant ainsi le message d'un grand remplacement, si j'ose dire, d'une nouvelle fondation en rupture avec l'ordre chrétien préexistant. Effectivement, ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre, avec une civilisation différente, qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. C'est une forme de blasphème, si vous voulez, même si, comme dirait Pierre Dale, le blasphème n'est scandaleux qu'aux yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée, évidemment. Mais comme la fondation d'un groupe se base nécessairement sur une forme de phallus symbolique, il est quand même bien ici question de supplanter un héritage par un autre, quitte à le créer ex nihilo. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Entendez-moi bien, je ne vais pas ici effectuer une critique chrétienne de la Déclaration des droits de l'homme, ni même une critique symbolique, à l'instar d'un Eliphas Lévy, par exemple, qui lui-même était à l'époque déjà franc-maçon de haut rang, ironisait ainsi autour de la devise nationale avec ces mots « Liberté pour les convoitises, égalité dans la bassesse, fraternité pour détruire ». Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Au passage, si vous n'êtes pas familier avec la notion de droit naturel, je vous renvoie à la vidéo éponyme, strikée par YouTube. Comme par hasard. Elle reste cependant disponible sur Odyssée, je vous mets le lien en description. Bon, alors regardons cette fameuse Déclaration des droits de l'homme et commençons logiquement par l'article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Ah, eh ben là ça commence bien. L'utilité commune. L'utilité commune, eh ben on retombe encore, comme d'habitude, dans cette double idéologie, utilitariste d'une part et collectiviste d'autre part. Le hic, c'est que j'ai déjà largement pris le temps de vous expliquer sur la chaîne les ravages de l'utilitarisme dans la vidéo du même nom. Si vous ne l'avez pas vue, je vous y renvoie et je la remets elle aussi en description. Donc déjà, là, on nage en vertu des arguments développés donc dans cette vidéo, dans une crypto-prise de pouvoir. Aux dernières élections, on a eu beau avoir autour de à peu près 38 millions de votants, eh bien cela ne suffit visiblement pas pour accoucher d'un système robuste, épistémologiquement parlant. Le nombre n'a en fait à la réflexion que très peu à voir avec la cohérence épistémique en fait. 38 millions d'hommes ont voté pour lui. Parce que 38 millions de mecs font la même connerie, c'est pas une connerie. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors déjà non, la sûreté c'est l'archétype de ce que je vous expliquais dans la vidéo sur le droit naturel, c'est l'archétype d'un faux droit, et cela fragilise l'ensemble de l'édifice conceptuel, car à la chrysalide des droits naturels mentionnés, on y a adjoint, on sait pas trop pourquoi, une espèce de petit rejeton un peu simplet et qui fiche en l'air la cohérence de l'ensemble. Je sortirai de là, je serai un papillon. Le principe d'un faux droit, donc ici le droit à la sûreté, c'est qu'il oblige d'autres individus à travailler, ce droit étant opposable, pour vous le garantir, et ce qu'ils le veuillent ou non. Alors, prêt à changer le monde ? Et comme il s'agit d'un faux droit, eh bien ces policiers devront, pour le respecter, sacrifier leur liberté personnelle et individuelle, leur propre souveraineté, pour garantir donc le droit à la sûreté des autres. Donc déjà là, on vient de violer le premier article sur l'égalité de tous devant la loi, puisque les policiers ont ici une moindre souveraineté que les autres individus. Il n'y a pas d'équitabilité pour tout le monde, et ça me gonfle. Donc déjà là, on est à l'article 2, déjà, et il se contredit lui-même. Donc l'article 2, il contredit l'article 2. Et d'autre part, il contredit déjà également l'article 1er. Donc au risque de faire pleurer un peu les droits de l'homiste, on a déjà là un sérieux problème en termes de cohérence logique et de maîtrise du logos. Oh non, pas les droits de l'homme. Oh non, il va se rendre compte de l'imposture. Cette réalité est trop horrible. On ferait mieux de cancel Bhaskar et toutes ces vidéos. Vous avez beau vous appeler Sublime Sage des pyramides et en mettre partout, du Louvre au billet de banque américain, dans cette déclaration rien ne va dès les premiers articles. On dirait un édito de Léa Salamé. C'est encore la faute à Macron, ça. Eh bien, viens me faire si tu l'oses, il suffit de traverser la rue, de libérer les enfants de l'oppression de la famille, et on ferait des êtres libres, libres de construire d'autres pyramides avec gloire. Toujours plus haut, toujours plus loin, le monde des marches et des degrés, j'adore ça. Tu ne peux rien, je suis un président légitime, élu au suffrage universel. De toute façon, j'ai toujours su gérer la moindre crise, le moindre débordement. Je me souviens encore de l'incendie de Notre-Dame. Et c'est sans compter le soutien indéflectible de mes amis, Pape Ndiaye, Édouard Philippe. Attention, Macron essaie de t'embobiner! Eh bien voyons tes arguments. Je suis et resterai au fond de mon cœur un véritable humaniste. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qui est. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des messages privés comme ça pour me demander de refaire ce genre de petits détournements des Chevaliers du Zodiaque, de Saint Seiya, de Naruto, etc. Et à me dire que vous adorez ça, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Voilà. Bref les amis, donc nous allons donc reprendre ensemble les différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous allons les passer à la moulinette épistémologique, et le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'est pas très consistant comme vous allez le voir. Article 1. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et nul corps et nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Voilà. Ben, moi je veux bien, mais ça sort d'où ?
Ça sort d'où? C'est affirmé comme ça, doctement, sans argument, sans démonstration. Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites, les amis, de la souveraineté individuelle? Elle est vaguement sous-entendue à l'article 2, elle disparaît ici, comme si le Léviathan était une entité par nature incontournable, ce qui est faux en pratique, ce qui est faux également en théorie, bref, c'est faux tout court. En logique, a priori, ce sont ceux qui affirment qui doivent démontrer. Là, on entend l'affirmation, mais on attend encore la démonstration. How dare you! Comme le disait Ayn Rand, la plus petite minorité sur Terre est l'individu. Ceux qui nient les droits individuels, donc ici la souveraineté individuelle, ne peuvent pas prétendre être les défenseurs des minorités. Et moi j'ajouterais même, et donc par extension, des droits de l'homme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est déjà au 3e article sur 17 et il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et comment en serait-il autrement quelque part lorsque l'on sait que même si la déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut mise au point en loge bien avant sa proclamation officielle, à l'époque, les francs-maçons s'étripaient les uns les autres. Qu'est-ce que vous voulez? L'enfer est divisé contre lui-même. Ils s'étripaient entre girondins, jacobins, thermidoriens, etc. Le tout dispatché dans plus de 700 loges sur le territoire. Et c'est d'ailleurs tout l'inconvénient de faire du petit moi un dieu indépassable. Cela oblige par voie de conséquence à être dans des rapports de pouvoir permanent avec les autres. Cela empêche donc de bâtir en commun parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de se phagocyter mutuellement. Et voilà, ça empêche de construire ensemble quelque chose qui nous subsume. Il n'y a pas vraiment de contradiction entre cette intention et l'absence suscitée du bien commun. Quand je dis qu'il n'y a pas de bien commun, c'est que les êtres humains ne peuvent pas savoir ou connaître qu'est-ce qui procède du bien commun. Cela ne les empêche pas de vivre des élans de co-construction réciproque. Et heureusement, bien évidemment. Il faut juste pas se raconter qu'on a raison. Et à partir du moment où on arrête de se raconter qu'on a raison, et ben ça rend humble. Voilà. Comme dirait Marshall Rosenberg, si lorsque nous œuvrons en faveur du changement social, nous ne nous appuyons pas sur une certaine spiritualité, nous risquons de faire donc plus de tort que de bien. Par spiritualité, ajoute-t-il, j'entends le fait de rester à chaque instant en lien avec sa propre vie et avec celle des autres. Autrement dit, de ne pas trop monter là-haut dans le monde de l'idéologie et de travailler à co-construire avec l'autre depuis le cœur. Alors, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ah, enfin un article qui a l'air cohérent. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Punaise, c'était trop bien foutu. Il fallait qu'ils rajoutent cette dernière phrase à la fin. Il fallait qu'ils rajoutent leur petit veau d'or un peu minable à la catalaxie. C'est vraiment une métaphore de ce que c'est que l'ego au sein d'un psychisme qui se prend pour le soi et qui refuse de reconnaître son caractère illusoire, voire dispensable. Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas, dit le texte. Bon, la formulation me semble assez étrange, parce que ou alors c'est plutôt de se défendre des activités nuisibles qu'ils veulent dire. Alors je veux bien que le français soit pas exactement le même qu'aujourd'hui, hein, les usages sont pas les mêmes qu'à l'époque, mais là c'est quand même assez étrange comme formulation. Hein. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Défendre les actions nuisibles à la société, la loi défend les actions nuisibles à la société. Bon, remarquez, ça pourrait peut-être expliquer bien des choses. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Au
passage, la recherche scientifique vient de mettre en évidence, donc, au niveau des lapsus, on a eu enfin la confirmation neuro dans un papier très récent, là, mars 2023, donc c'est tout frais, que les lapsus révèlent bel et bien les contenus de la psyché d'autrui, etc. Tonton Freud avait eu raison sur ce coup-là. Enfin bon, bref, je passe, ça n'est pas le sujet. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Et ben là encore, non. Voilà, comme je vous l'ai déjà montré dans la vidéo sur l'utilitarisme, il ne peut pas y avoir une volonté générale, mais plusieurs points d'équilibre du système. Et en affirmant comme ça, en subcommuniquant hypnotiquement le fait que la volonté générale serait une et non pas multiple, sans jamais d'ailleurs préciser comment est-ce qu'ils bâtissent l'échantillon permettant de la mesurer, eh bien ces gens-là réalisent en fait une forme de crypto-sacrifice sanglant. Les victimes de ce modus operandi seront simplement invisibilisées, mais une victime invisibilisée ne cesse pas pour autant d'être une victime. Je te préviens, citoyen. J'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli. Mais enfin, si comme disait Wittgenstein, les limites de mon langage constituent quelque part les limites de mon propre monde, l'arnaque fonctionne encore, hélas, à plein régime, sur des millions de gens trop peu éduqués pour la réaliser. Comme disait Arthur Schopenhauer, la plus basse de toutes les fiertés est la fierté nationale. L'homme qui est fier de sa nation n'a pas d'autre qualité propre dont il pourrait être fier, sinon il n'aurait pas recours à celle qu'il partage avec des milliers de ses concitoyens. Il est en effet tellement plus simple de vivre le monde en une seule dimension, en faisant fi de toute forme de récursivité. Là encore, ça économise du glucose. Métaphoriquement parlant, combien d'individus lambda resteront comme ça cohis, hébétés devant la phrase suivante: quand un éléphant prend la défense d'un autre, est-ce de l'altruisme ou du vol? Bref, article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Et ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par sa simple résistance. Bon... Ben là au moins c'est clair, vous êtes contrôlé par le veau d'or. Voilà. Et sinon, ça veut dire que vous êtes coupable. C'est la négation pure et simple de la relation directe entre l'homme et Dieu. Alors là, le piège est trop grossier, évidemment, trop évident. On y distingue bien la tentative de création, comme ça, d'un inframonde républicain, d'une hyper-réalité qui se substituerait au réel. Et donc à Dieu. Il est vraiment question, là, il y a un petit côté is no good de je veux être calife à la place du calife, quelque part. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ça marche. Des millions de gens sont ainsi maintenus dans une forme de sommeil hypnotique par cette narration, transformant virtuellement, mais aussi réellement, la société en un immense camp de travail à ciel ouvert. Il faut reconnaître l'imperfection humaine et l'impossibilité, parce que qu'est-ce que ça veut dire le principe sacrificiel? Ça veut dire le moindre mal. Ça veut dire qu'un homme politique, lorsqu'il a une décision à prendre, où de toute façon il y a des aspects néfastes, négatifs, il est obligé de la prendre. Il ne va pas dire « Ah ben je pars dans un monastère », et tout ça. Il pourrait le faire. Et peut-être ce serait beaucoup mieux pour le salut personnel du personnage en question. Mais s'il reste dans la politique, il est obligé de prendre une décision politique. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de juger le passé, parce que le passé a fait la même chose, mais à un autre niveau. Il a fait la même chose à un niveau où les choses étaient sacrificielles d'une manière qui nous paraît scandaleuse aujourd'hui. De même que nous paraîtrons scandaleux
plus tard, peut-être, à une humanité qui aura progressé dans la même voie. Article 8, les amis. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Bon. L'absence de rétroactivité de la loi, c'est du simple bon sens et de la logique de base, ça j'ai rien à y redire. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'une peine nécessaire? Voilà. Lorsque l'on connaît et que l'on comprend la justice restauratrice, qu'est-ce que c'est qu'une peine nécessaire? Puisque nous disposons désormais d'autres stratégies permettant de rendre la justice sans passer par une peine. Est-ce à dire à ce compte-là que toute peine s'avère alors, que toute peine punitive, s'avère alors inconstitutionnelle? Eh bien écoutez, si on pousse le texte dans ses retranchements, c'est ma foi ce qu'il semble dire. D'autant que, sans peine de prison par exemple, on se demande, on est en droit de se poser la question de si le corps social restera ainsi longtemps agrégé. Cette fois-ci, c'en est trop pour votre constitution, que le corps va lâcher. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, ça c'est très important en logique, sinon c'est la négation de la notion de justice et de droit. Si il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Bon, eh ben c'est pas mal ça. Ils ont réussi enfin à écrire un article qui se tient, le 9e sur 17. Bravo. Bon, en pratique, cet article est quotidiennement bafoué. Je pense notamment à tout ce qui est contrôles fiscaux, puisque dans un contrôle fiscal, c'est à la personne qui est contrôlée de prouver qu'elle n'est pas coupable. Il y a donc un irrespect de la présomption d'innocence, et comme la présomption d'innocence est un facteur nécessaire à toute forme d'égalité devant le droit et même de justice tout court, eh bien on pourrait être tenté de penser que la notion même d'impôt et donc de contrôle fiscal est anticonstitutionnelle. Voilà. D'ailleurs, au passage, tant qu'on parle d'anticonstitutionnalité, est-ce que vous savez que le mot de la langue française le plus long n'est plus anticonstitutionnellement? Non, ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est intergouvernementalisation qui vient de battre ce record. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ah là 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 là, une légère confusion entre droit naturel et droit positif. On va ainsi subordonner le droit naturel au droit positif. On va ainsi subordonner l'objectivité à la subjectivité et au ressenti. On va ainsi subordonner le principe masculin au principe féminin. Ça n'a l'air de rien, mais c'est l'archétype du genre de toute petite déviation comme ça qui n'a l'air de rien au début du raisonnement et qui amène droit à la psychose en bout de chaîne. Qui ferait ça ? Faut être logique quand même, faut du bon sens. Mon sang. Je parle de psychose au sens que cette déclaration, cette espèce de rejeton malade de la République, est ici bel et bien utilisée comme phallus par le pôle féminin. Le principe de réalité masculin, symbolisé ici par l'axiome de non-contradiction aristotélicien, passe tout simplement à la trappe. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, il s'agit d'un sacrifice. Comme disait tonton Freud, et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas freudien, la vérité ne peut pas être tolérante, elle ne doit admettre ni compromis, ni restriction, sous peine de ne plus être la vérité évidemment. Là, on s'en fiche totalement. Bon, notez que on pourrait discuter de ça, débattre de ça, échanger autour des différents points de vue, de l'articulation comme ça, du juste, le juste, la neutralité, l'égalité devant la loi, qu'est-ce qui est juste, etc. Le bien au sens moral, religieux, etc. Comme tenta d'ailleurs de le faire dans ses écrits, en vain, quelqu'un comme John Rawls. Il y échoua tout simplement parce que ce n'est pas simple en fait de s'opposer comme ça frontalement au principe de réalité qui a la fâcheuse tendance de gagner à la fin. C'est un peu le principe de réalité. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. Et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, dit le texte. Bon, encore ce mythe.
lourdingue du bien commun et de l'intérêt général, ça ne tient pas à l'examen. Comme je vous ai déjà expliqué, bon, vous avez compris, hein, je passe. Mais c'est sûr et certain que c'est une fable, si vous voulez, qui permet de se donner un sentiment personnel de légitimité lorsque l'on fait la guerre et que l'on utilise la violence proactivement sur autrui au nom de la nation. Oh mais qui es-tu? Je suis guerrier divin d'État. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Bon, c'est du bon langage hypnotique des familles, hein, ce qu'on appelle du Milton Model. C'est attendu. En fait, ça ne dit pas grand-chose. Enfin si, ça dit déjà que tu paieras un impôt que tu le veuilles ou non. Hein, donc la souveraineté individuelle existe. Et ce, évidemment, pour ta protection. Le pattern est connu depuis des siècles et des siècles. Et tant pis pour le respect de la propriété privée que l'on a posé en article 2 il y a 10 minutes. Et ben on va le bafouer sans vergogne. C'est vrai, on peut voler ? Ce genre de propos hypnotiques vagues et flous ne dit en réalité bien sûr rien sur les stratégies qui vont être mises en œuvre, ni sur ce que signifie également réparti, ni sur ce que signifie en raison ou au prorata de ses facultés, etc., etc. Bon, c'est typiquement, vous le savez, sur ces sujets que la gauche et la droite s'arrachent le string depuis toujours. String qui constitue d'ailleurs, il faut bien le dire, un excellent symbole de la démocratie, justement parce qu'il sépare la droite de la gauche, maintient les masses, attire le peuple et ne devrait pas en principe intéresser les gamines de 12 ans. Alors le seul truc en revanche, je sais pas ce que t'as fait cet été, j'espère que t'as renouvelé ton stock de blagues, j'en peux plus, je les connais par cœur. En plus, il y en a plein qui sont nuls là. Voilà. On commence à bien discerner qu'il s'agit surtout d'un système de soft power, un système d'émoditisme, même si le mot n'existait pas à l'époque, visant évidemment à tranquilliser comme ça, à maintenir dans un état un peu lénifiant le système nerveux de dizaines de milliers d'individus, de sorte à pouvoir librement leur piquer leur pognon, voilà. Et ce, bien évidemment, où qu'ils aillent. D'autant que ça sert à rien. Le système d'impôt universel que nous avons imaginé, vous pouvez aller même en enfer, je vous rattrape, avec la note. Bon. Le tout, bien évidemment, habillé des apparats de la vertu. Mais non, messieurs, dames, la vertu sans la congruence n'est qu'une contrefaçon. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs, dans la vidéo qui s'intitulait « La vertu selon Jean Kelevitch », que je vous remets également en description si vous ne l'avez pas vu. Ici, c'est un jeu de dupes, fondamentalement. Trompeur, T-R-O-M-P-E-U-R. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C'est génial. C'est-à-dire que tu es libre, mais tu dois en constater la nécessité. Eh ben donc t'es pas libre. Si on te dit ce que tu... Enfin, c'est la définition d'une double contrainte, quelque part. Depuis Palo Alto, on sait que ce type de phrase, ce type de structure, entraîne la fragmentation psychique de l'individu. C'est stricto sensu une communication que l'on sait aujourd'hui être schizophrénogène, aliénante. Donc t'es libre, mais t'es libre de constater ce que tu veux qu'on constate. Est-ce que tu es libre? Oui, tu es libre de faire ce qu'on te dit. Donc tu es libre. Ah bon, je suis libre. Est-ce que je suis libre? Oui. Tu es libre de faire ce qu'on te dit. Ah bon, ben voilà, je suis rassuré. Ça va. Ce que je veux pas, moi, c'est un esclave. Ah non, t'es pas un esclave. T'es libre de faire ce qu'on te dit. Comme disait Georges Bernanos, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une forme de conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Hein, voilà. Donc t'es libre, mais t'es libre de faire exactement ce qu'on te dit. Donc, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Mais vous imaginez si chaque euro que les citoyens donnaient à l'État pouvait être tracé et suivi
tu saurais comme ça, après avoir payé ta déclaration d'impôt, que t'as donné 300 € à un chômeur en aide à la CAF, que t'as acheté 5 LBD, une cravate pour Emmanuel Macron, et que t'as financé la moitié comme ça d'un missile qui a servi à être tiré sur des civils en Syrie. Mais vous imaginez si seulement on avait une espèce de technologie qui permettrait de suivre le trajet de chaque euro qu'on donnerait à un élu pour voir ce qu'on en fait. Quelque chose qui permettrait de remonter et de tracer des échanges monétaires. Vivement le jour où cette technologie sera au point. Article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Bon, c'est presque touchant de naïveté en fait, hein. Bon. Sur le plan du logo strict, ceci dit, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, même si en pratique c'est, il faut bien le dire, assez risible. Article 16, un des plus connus. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ah! Oh! Mais dans cette vidéo, je n'ai eu de cesse de vous démontrer, tout en contenant, comme je le pouvais, mon acrimonie, l'incohérence totale de ces articles entre eux. Bon. Et là, on a une bande de mouchèvres qui vient essayer de nous expliquer que cet assemblage conceptuel complètement abscon, rédigé par une assemblée de petits soumis francs-mac, dont la féalité n'a d'égal que l'incurie des travaux, et il nous explique en quelque sorte que pour quiconque sait effectuer un syllogisme valide, en fait, tout ceci n'est que du vent. Ça vous pose pas un problème de logique, de morale, de cohérence profonde? C'est ça, là on a touché le nœud, le cœur atomique du problème, vous voyez? Mais ça n'est pas tout, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Terminons malgré tout, malgré ce funeste constat, article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré. Bon, on y revient, hein. Nul ne peut en être privé, oui, voilà. Si ce n'est, c'était trop beau, lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, virgule, évidemment. Mais oui, mais évidemment, rien de tout ça n'est évident, les amis. C'est peut-être évident pour vous, mais ça ne l'est pas au niveau du logo. C'est peut-être évident au niveau de votre affect, mais le propre de l'affect, c'est que des gens ont des affects différents. C'est tout l'intérêt du logos, pour créer un monde commun dans lequel on peut interagir ensemble. Moi, je veux bien me connecter à l'affect de l'autre en disant, pour toi c'est évident, mais est-ce que lui est prêt à se connecter à mon affect et à l'affect de tous les gens pour qui ça n'est pas évident? Oh non, on retrouve là ici une espèce de réciprocité, mais qui ne va que dans un sens. Donc plus de la réciprocité. Vous voyez la perversion du truc. C'est la réciprocité, mais que dans un sens. Bah oui, mais non. Du coup, c'est plus de la réciprocité, bordel. Donc, là-dedans, rien n'est évident, évidemment, les amis. Et en grattant un petit peu, on ne trouve qu'un patchwork, comme ça, des pires moisissures argumentatives agglomérées. J'en ai vu des trucs pas mal, hein, en termes de moisissures avancées. Alors là... Donc, résumons-nous un petit peu. On a des illusions pré-rationnelles classiques de type bien commun, intérêt général et autres foutaises qui ne jouent en réalité que sur les pulsions régressives. We're not two. We're not 100. We are a whole country. On a une épistémologie qui ferait passer Marlène Schiappa pour une prix Nobel, dans laquelle on privilégie la subjectivité et la pensée magique à l'objectivité et au réel, favorisant ainsi une forme donc d'aliénation, de schizophrénie pour ne pas parler de psychose, le tout drapé dans les atours d'une pseudo-vertu. Voilà, super. Et des articles qui se contredisent donc mutuellement les uns les autres dans tous les sens. Alors bon, il est vrai qu'à l'époque de la déclaration, donc la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, Aristote n'était connu que depuis 2000 ans, donc les pauvres n'avaient pas forcément eu le temps de maîtriser, effectivement, 2 millénaires, c'est un petit peu court pour maîtriser les bases de la logique
Formel, tout ceci m'évoque irrésistiblement Claude Adrien Helvétius lorsqu'il disait que les hommes sont si bêtes qu'une violence répétée finit par leur paraître un droit. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. On est dans de l'habituation pavlovienne et absolument pas face à un édifice consistant conceptuellement parlant. Bref, rien ne tient debout, absolument rien, circuler, il n'y a rien à voir. On n'a même pas un petit quelque chose qui rattrape en plus. C'est rare hein, qu'il y a toujours un point de vue depuis lequel on peut se dire « Ah oui, c'est bien, etc. » Mais là non, l'immense incohérence de l'ensemble noie la moindre parcelle de bonne attention. Et je trouve ça bien dommage, d'ailleurs. Face aux partisans, aux défenseurs d'un tel étron conceptuel, il me semble salutaire d'adopter un modus operandi précis. Voilà. Il va falloir commencer par faire en sorte que... Ceci ne doit pas atteindre les sphères affectives. Primo, détourner l'attention. Puis bloquer son cou en aveugle. Répliquer par crochet sur joue gauche. Désorienté. Étourdi, il va tenter d'asséner un coup décisif paré du coude. Frapper au foie. Bloquer gauche puissante. Fragiliser mâchoire droite. Puis fracturer. Casser côte déchaffélée. Atteindre le plexus. Disloquer mâchoire entièrement. Coup de talon au diaphragme. En résumé, oreille qui siffle, mâchoire cassée, 3 côtes fêlées, 4 cassées, hémorragie du diaphragme. Récupération physique, 6 semaines. Récupération psychologique entière, 6 mois. Je vous propose d'aller cependant un petit peu plus loin dans l'analyse, voulez-vous. Cette déclaration est en fait à l'image de la maçonnerie double. Elle attire l'affect via une intention, une posture, des valeurs affichées. Moi j'ai la déontologie, parce que je suis franc-maçon. Éthique qui, étant elle-même basée sur la négation du réel, puisqu'on a vu que plusieurs articles se contredisaient les uns des autres, etc. Et alors, vous me direz, la contradiction fait partie, à un moment donné, du réel. Un être humain qui est bien verticalisé accepte les paradoxes de son existence. Oui, oui, certes, mais il y a une différence entre accepter les paradoxes de sa propre existence et les imposer à autrui et baser tout un système coercitif là-dessus. La nuance est de taille. Bon. Une éthique donc qui est basée sur la négation du réel ne peut amener, tôt ou tard, qu'une forme de retour de flamme. C'est inévitable. Et cette antitélie, justement, qui va revenir, eh bien, c'est la logique sacrificielle pour changer cette adoration du veau d'or qui se fait toujours, évidemment, avec les meilleures intentions du monde. Il n'y a pas de mauvaises personnes, il n'y a que des gens qui sont inconscients du fait qu'ils sont dans un processus, dans un procédé d'idolâtrie malgré eux, mais c'est toujours avec les meilleures intentions du monde quand vous allez connecter avec les gens et vous prenez le temps de les rencontrer humainement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement dans ma bouche, même si mon ton pourrait faire craindre cela aux personnes qui sont extrêmement sensibles aux émotions. Ça n'est pas ce que je dis, évidemment. C'est le grand Frédéric Bastiat qui décrivait déjà cette grande différence de logiciels en ces termes. Leur foi est dans le législateur et non dans l'humanité. Notre foi est dans l'humanité et non dans le législateur. Notez le renversement pervers aujourd'hui, et j'insiste sur cette perversion du sens des mots. De nos jours, si vous regardez bien, humanisme renvoie au champ lexical des droits de l'homme et réciproquement quasiment. Là où en une seule phrase, Bastiat réussit à dévoiler, si j'ose dire, le poteau rose. Mais quand je vois tout ça, je ne sais plus que penser, je suis comme vous, je suis sidéré. En fait, tout ceci n'est qu'un fonctionnement archétypalement luciférien, et c'est justement à ce titre-là que je vous le propose. Bon, parce que la Déclaration des droits de l'homme, on tire pas sur une ambulance, mais l'analyse et le fait de discerner le fonctionnement luciférien et le logiciel gnostique au sein même de la Déclaration des droits de l'homme me semblait être un bon exercice pratique d'hypnomachie. La Déclaration des droits de l'homme n'est évidemment qu'une forme d'illustration donc de ce pattern dont je vous parle déjà depuis longtemps. Il va s'agir de cultiver pour ces gens une forme de dualité, une duplicité, un fractionnement. Ainsi, il est dit dans la franc-maçonnerie que la franc-maçonnerie n'opère que de midi à minuit, soit la moitié du temps. C'est une métaphore de ce que je suis en train de vous dire. Les nombreux rituels, en fait, de la franc-maçonnerie entraînent, via la focalisation des adeptes sur des détails, une infinité de petits détails. Vous n'avez qu'à regarder toutes les gravures maçonniques comme ça, qui sont criblées de petits détails,
Donc on va faire attention dans les rituels à se tourner vers l'Est, le Nord, le machin, etc., à la positionnement des différents adeptes. On va apprendre des phrases au mot près, à l'intonation près. On va apprendre des séquences de mots pendant les rites. On va s'habiller d'une certaine manière, etc., etc. Comprenez bien que cette focalisation répétée et réitérée sur les détails entraîne d'une part une forme de servilité, puisqu'elle étouffe la spontanéité du vivant chez les individus qui doivent se conformer comme ça à des modes de fonctionnement quasi obsessionnels, et cela va entraîner également une surspécialisation du cerveau qui va rendre de plus en plus ardue la perception de l'unité. Quand on se perd dans le particulier, on perd à force une certaine capacité à percevoir la vue d'ensemble, c'est-à-dire Dieu. On y cultive donc en maçonnerie cette forme de duplicité, donc fraternité et soutien mutuel d'un côté, qui sont les valeurs affichées de la franc-maçonnerie, mais aussi culte du secret et rapport hiérarchique de l'autre. Je ne sais pas vous, mais personnellement, s'il y a bien une seule personne avec laquelle j'ai pas envie d'être dans la duplicité, dans un rapport de pouvoir ou dans un rapport hiérarchique et de faire des petites cachotteries, c'est bien à mon frère. Duplicité qu'on retrouve encore quand les maçons vantent d'un côté la démocratie, qui certes n'est que la croyance pathétique dans la sagesse collective de l'ignorance individuelle, mais donc tout en vantant la démocratie, ils trustent depuis toujours quasiment et de manière occulte, là où la démocratie se voudrait transparente, les structures de pouvoir. Tout ceci entraîne, comme je vous l'ai expliqué, et ce sans surprise, la recherche de la logique sacrificielle et d'un nouveau bouc émissaire à sacrifier en violant sa souveraineté individuelle par un corpus d'individus en transe, même si, je le reconnais, leur groove n'est pas dégueulasse. L'idée même d'ailleurs de l'Europe, qui étant soutenue par les obédiences diverses et variées, procède d'ailleurs des mêmes stratégies et des mêmes patterns. Double discours, donc fédérateur en apparence, puisque l'Europe c'est faire une forme d'unité, mais qui va entraîner dans les faits l'atomisation des individus en les coupant de leurs racines. Ils croient à l'instant. Ils ont construit un monde à leur image. J'ai entrepris d'en restituer la chronique au fil des pages que vous venez de lire. Leurs intentions sont simples à résumer. Il suffit de ramasser les petits cailloux noirs sur leur chemin d'errance. Ils voulaient un monde d'un seul tenant, uniforme, sans frontières. Les uns par intérêt, pour ouvrir un marché planétaire de masse, les autres par idéologie, pour remplacer les murs par des ponts. Ils connaissaient le risque inhérent à ce monde sans cloison, la circulation rapide des microbes et virus. Ils savaient que ce monde-là serait hautement pathogène. Ils le savaient et ils s'y préparaient. Ils attendaient la pandémie, ils la voyaient venir, ils l'attendaient comme une formidable occasion à saisir, ce qu'ils appelaient une fenêtre d'opportunité. Les uns par calcul, la numérisation du monde au service de leur rente, les autres par inclination, l'accélération de la surveillance. Comme espéré, comme attendu, ce fut une aubaine, une occasion rêvée, pour pouvoir tout chambouler en un seul clic, pour tout changer, changer la société, changer de société, et préparer la grande mutation vers le contrôle total afin d'imposer enfin leur code, leur esthétisme woke, leur idée du bien total. Valeurs démocratiques affichées, même si la démocratie est impossible structurellement, mais ça je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne. Donc valeurs démocratie en apparence, mais on fait quand même revoter les peuples quand ils votent mal, enfin bon... Vous voyez, vous retrouvez vraiment ce double discours. D'ailleurs, au passage, j'avais envie de vous partager un ouvrage qui sera peut-être le conseil de lecture de cette vidéo. Ça s'appelle « Mes droits fondamentaux dans l'Union européenne ». Alors voilà, je vous le montre à la caméra. Voilà, c'est un vrai petit livre avec mes droits fondamentaux dans l'Union européenne. Voilà. Mais je trouvais le format tout à fait symboliquement équivoque, vous voyez.
L'essentiel des décisions européennes sont prises dans l'ombre, de manière plus ou moins occulte, à coup de lobbying, ce qui est en fait une métaphore, ni plus ni moins, de l'individu complètement dominé par son ombre et par son subconscient non maîtrisé. Au final, des rapports de force qui détruisent en fait la souveraineté individuelle et génèrent en fait une génération d'esclaves soumis à Bruxelles et dont on piétine la souveraineté individuelle. Pour la petite anecdote, esclave, le mot esclave, provient du latin médiéval slavus, qui désignait donc au XIe siècle les Slaves, et oui, qui étaient vendus donc comme esclaves sur les marchés aux esclaves. L'objet de ces gens semble donc être bel et bien de remplacer un rapport direct à Dieu et au réel par ce qu'ils appellent l'être suprême, Ein Sof de la Kabbale, comme dirait Pierre Hillard. L'usage de ces différentes méthodes de fragmentation, d'aliénation, etc., mais promulguées au nom de la réunification, procède en fait d'une forme de dégradation. C'est ce en même temps macroniste tellement critiqué et qui finit par se vider de son signifiant même, et avec lui entraîne l'individu, voire le groupe social, dans une forme de psychose et dans la dissolution, pour ne pas dire dans le sacrifice du soi, dans l'indifférencié primordial du retour régressif à l'utérus de la déesse mère. Vous n'êtes pas le prisonnier de vos désirs. Vous décidez de vos actes, pas vos sens. Vous sentez les ondes, Gabriel? Oui, je les sens. Très bien. Je sens votre parfum surtout. Doux, sensuel, ambré. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie qui vous rappelle à quel point vous êtes une femme exceptionnelle. Forte, mais fragile. Intelligente, mais sensible. Soumise, mais libre. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous respecte, Sylvie. Josiane. Josiane, mais Sylvie. À l'aune de tout ceci, on peut commencer à prendre conscience du fait que notre société est une espèce de fantoche, un cadavre vivant qui se meurt dans les limbes de son insuffisance. Non que je prône ici le retour à une forme de royalisme, nous en parlerons j'espère bientôt avec un invité qui viendra vous exposer ses thèses, même si moi je suis pas spécialement royaliste, je suis pas plus pour un retour d'une forme de papauté, ces différents régimes ayant déjà largement montré leur sacrificialité également, il me semble peu compatible avec une logique réellement non sacrificielle, qui serait par contre absolument respectueuse de la souveraineté et du droit naturel de chaque individu. L'on assiste à des milliers de gens convaincus, pense-t-il en tout cas, d'être un peuple, pensant en tout cas de leur point de vue s'élever d'une seule voix, visiblement ils s'élèvent pas tant que ça dans les faits d'une seule voix, en demandant toujours plus d'État, d'interventionnisme, en un mot toujours plus d'hypnose et de régression. Fondamentalement, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent ce combat pour la retraite à 60, 62, 64 ou 76 ans, ne changera pas le destin de ces individus, inconscients qu'ils sont, qu'ils espèrent encore quelque part l'intervention d'une maman de substitution. Alors cette terre est bien partie pour dérailler, et personne ne pourra plus l'arrêter. Et je dis bien maman et non pas papa à dessein. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci encore aux tipeurs d'être encore et toujours présents, merci à tous ceux qui pensent à mettre un petit pouce pour l'algorithme, je sais qu'on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est important, c'est comme ça que les vidéos se font connaître, en pratique il n'y a qu'une personne sur 10 qui met un pouce. Voilà, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo à tous vos amis droits de l'homiste ou tout simplement aux humanistes qui n'ont pas encore vu l'arnaque du lien entre justement droits de l'homme et humanistes, à la partager aussi à tous vos amis qui aiment la cohérence logique. Bref. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, à vous mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais vraiment, de toute façon, j'essaie de répondre à la plupart d'entre vous, tant que les propos, évidemment, sont bienveillants et respectueux. C'est une bonne chose, c'est le minimum. C'est bien la moindre chose. Je rejoins, en fait, Jung quand il disait que nul n'est guéri qui n'a recouvré de position religieuse. Reste à savoir si nous assumons de croire, ou si nous croyons que nous assumons. Salut Internet. Après une telle démonstration, je dois bien reconnaître que je me suis peut-être fourvoyé. Les maçons ont édicté ces droits afin d'enterrer définitivement le christianisme. Et me voilà seul avec moi-même, nu comme un ver, loin des grenouilles de bénitier et des affres de la modernité.
et le gnosticisme continue de s'étendre. Avez essayé de me faire élire une 3e fois. Par le sacrifice satanique de la génération à venir. Oh bah c'est vraiment une fin étrange.